Nous accueillons Laurent pour débuter cette émission. Bonsoir Laurent. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laurent et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Versailles et j'ai 60 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Laurent? Eh bien, de mon engagement auprès d'associations et de fondations depuis maintenant près de 20 ans, alors que sans un événement majeur et la volonté un peu de faire bouger les choses, j'aurais jamais été concerné par ces sujets. Donc, d'un micro-événement ou d'un événement important, ça a déclenché un changement de vie professionnelle et un peu personnel aussi. Les deux étant liés. D'accord. Vous parlez donc d'un événement qui est venu percuter votre quotidien. Absolument. Quel est-il? Ouais. Alors, c'est un événement un peu particulier parce que c'est lié dans un contexte de travail. Très souvent, on a des traumatismes, des chocs dans la famille proche, Oui. des amis, Mhm. mais ça peut aussi concerner en fait le monde du travail parce que quand on est une équipe, comme vous-même peut-être, on travaille tous les jours ensemble et ça, on crée C'est des une liens quand même seconde très famille. forts. C'est une seconde famille. Exactement, Oui. absolument. Ouais, Mhm. ouais. Et c'était au début des années 2000 et on a eu une collègue et amie qui est décédée d'une leucémie. Oui. C'était une jeune femme qui avait 35 ans, qui avait deux enfants en bas âge. Et effectivement, pour l'équipe de trentenaires que nous étions, ça a été un peu un choc parce qu'à 30 ans, on ne s'attend évidemment pas à perdre quelqu'un de manière aussi rapide, Bien une évidemment. maladie. Oui. 30 ans, On prend un c'est peu très jeune. les trucs en face. Et en fait, ce qui s'est passé, Olivier, c'est que moi, par conviction personnelle, j'ai pas été à son enterrement. Et voilà. Qu'entendez-vous par conviction personnelle? Parce que je suis athée, que c'est pas D'accord. dans mon ADN. Et en même temps, voilà, j'ai pas eu de reproches de mes collègues, Non, mais mais j'entends complètement. Vous voyez, moi, j'ai enterré mon père et je ne suis plus jamais allé sur la tombe de mon père parce qu'il n'est plus là. oui, ben oui, Vous voyez, pour moi, absolument. donc Ouais. j'entends complètement vos convictions. Je pense que notre enveloppe, le temps que notre âme l'habite, bon, voilà, est là et s'anime devant nous et devant les autres surtout. Mais une fois que la mort a frappé, voilà, nous retournons à une espèce de chose proche de la poussière, de la terre, et je trouve que, enfin voilà, s'infliger, je crois que par la pensée, nous sommes avec celles et ceux que nous avons aimés, et s'infliger un endroit qui est souvent triste, comme les cimetières, je trouve que ça n'est pas la représentation, en tout cas, que moi je me fais d'aller honorer la mémoire de quelqu'un, et donc j'entends complètement que Ouais, je suis. l'enterrement, c'est pareil, Ouais, c'est voilà, la ouais, religion je suis d'accord catholique avec vous. étant en plus très triste, l'enterrement est vraiment une célébration qui, voilà, Ouais, et puis il y a une notion, il y a une notion il y a une notion de deuil qui me convient pas trop. C'est comment dire, c'est-à-dire que c'est cette sensation de se dire, on va dans un lieu, que ce soit pour nos parents ou des amis proches, on fait l'enterrement et puis on fait notre deuil. En fait, moi, je pense toujours que il y a pas de deuil. En fait, on porte les gens, votre père ou mon père ou les gens qu'on a perdus, on les porte tout le temps en à fait. vie, à vie. Et que Oui. exactement. Et j'ai toujours un peu cette notion qui fait toujours un peu peur de se dire. On va à un enterrement et puis c'est une façon un peu de fermer la porte à clé, quoi. Et Complètement. c'est un truc, moi, c'est un truc qui me va pas bien. Non, non. Et dans ce contexte-là, moi, je me suis dit à cette époque-là, plutôt qu'aller à un enterrement, je préfère engager quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire finalement pour lui rendre une forme d'hommage. Et donc, j'ai décidé à l'époque de lancer une campagne de sensibilisation aux dons de plaquettes et aux dons de moelle osseuse qui sont Oui, nécessaires pour les malades qui ont une leucémie. Mais une fois qu'on a dit ça, on est, on est au pied de la montagne. oui. C'est-à-dire que, bon, par quel bout commencer, quoi. D'autant plus Et que donc, le don de ouais, plaquettes et le don de moelle moelle osseuse. épinière, de moelle osseuse, pardon, vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que, vous voyez, moi, Ouais, je ouais, ne ouais, sais ouais. pas ce que c'est. Enfin, je Ouais. connais le don En du fait, sang, mais le reste, je ouais, ne ouais. connais pas. En fait, la particularité du don de plaquettes, c'est que c'est une matière du sang qui ne peut pas se stocker. Donc, ils sont obligés, les hôpitaux sont obligés d'en avoir continuellement parce que ça part au bout de 112 heures. Le sang, vous le stockez, mais les personnes qui ont des leucémies ont besoin de plaquettes Oui, euh, et de manière régulière, donc et qui ne sont pas stockables. Donc, ils ont besoin d'avoir énormément de donneurs.
Et donc, on avait été l'équipe un peu sensibilisée à ce sujet-là avec ces personnes qui avaient cette maladie-là. Et je me suis dit, ce que je peux faire, c'est essayer de faire passer un message dans l'ensemble des médias, parce que moi, je travaille dans la presse, hein, pour essayer de faire connaître cette problématique du don de plaquettes et du don de moelle osseuse. Alors la moelle osseuse, en fait, c'est un peu l'usine qui fabrique le sang, Olivier. Et pour les personnes qui ont des leucémies en stade un peu avancé, Mhm. une solution pour les sauver, c'est de changer la moelle osseuse. Mais changer la moelle osseuse, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a une personne sur 1 million qui est compatible. Alors autant vous dire que les chances sont quand même très limites. Oui, oui, Donc c'est un d'accord. fichier qui est mondial, hein. C'est un fichier qui est mondial et on est donneur de moelle osseuse, ce qui permet Mhm. effectivement, quand on est compatible, de pouvoir sauver quelqu'un dans le monde, voilà, et on régénère en fait cette usine, hein. Voilà. Donc je me suis dit comment faire. Donc je me suis rapproché à l'époque de l'établissement français du sang, qui était une grosse institution, qui est toujours d'ailleurs une institution qui s'occupe des dons du sang, de dons de plaquettes. Et j'ai été les voir et je leur ai mis un peu un deal en place. Je leur ai dit voilà, moi j'ai la possibilité de vous avoir une grosse campagne de communication gratuitement dans pas mal de médias, mais vous me laissez la main en fait sur le message diffusé. Ils m'ont dit banco. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Vous étiez Et du j'ai eu. métier, je crois, hein. Vous étiez dans la pub, Pardon. m'avez-vous dit, hein. Vous étiez... Ouais, j'étais dans la pub, j'étais dans le métier. Mais au départ, je me suis dit, mais est-ce que les gens vont suivre quoi, le truc? Parce que bon, on est tous concernés par des maladies proches, et pourquoi moi plus qu'un autre, hein. Et puis je me suis dit qu'avec de la conviction, de l'envie, on pouvait déplacer des montagnes. Et puis, j'y suis allé en fait sans pression. Et puis les choses se sont agrémentées au fil de l'eau. Et puis ça m'a un peu dépassé, Olivier. Le truc, ça m'a un peu dépassé, c'est que je me suis retrouvé Embarqué? avec embarqué. J'ai eu 60 magazines qui ont passé la campagne de communication, une campagne d'affichage. J'ai Oui. Stéphanie Fugain à l'époque, Stéphanie Fugain, la femme de Michel Fugain, qui crée cette association qui s'appelle l'association Laurette Fugain, Mhm. On se souvient qui de m'a leur appelé fille. ouais, absolument, qui m'a appelé à cette époque-là en disant, écoutez, Laurent, je sais que vous avez fait une campagne de communication par l'établissement français du sang. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Donc, j'ai rejoint Stéphanie au début de l'association et je me suis laissé embarquer, en fait, Olivier, dans ce monde associatif, alors qu'au départ, sans cet événement-là, je vais vous dire, Olivier, moi, j'étais à 10 milieux de ce truc-là, hein. Et donc, c'est assez étonnant finalement qu'en prenant à bras le corps une envie de faire un peu bouger les choses liées à un événement, finalement, ça fait un peu bouger les lignes, même beaucoup les lignes, à titre professionnel et aussi personnel, sur le regard de la vie, sur comment on peut finalement, à notre échelle, hein, moi je suis un mec comme tout le monde, hein, comment on peut quand même faire bouger les choses et aider l'autre. C'est ça Mhm. qui m'intéressait. Comment Mhm. je peux en fait aider l'autre, et je me suis occupé d'ailleurs dans l'association Laurette Fugain des projets pour les enfants et les ados. Oui. Vous savez, les Surtout enfants que ados. je pense Ouais. que vous vous adressez, lorsque vous rentrez dans une telle démarche, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aider, qui ne savent pas vraiment comment Oui. par qui, en fait. Et je trouve que voilà, c'est se lancer dans ce type d'aventure. Au début, bon, on peut avoir l'impression qu'on va se noyer, et puis en fait, vous avez eu tout de suite du répondant, hein. Ouais, en fait, le truc, c'est que les gens pensent toujours, association formation, pensent toujours à l'argent. En fait, le bien le plus précieux, Olivier, c'est pas l'argent, c'est le temps. C'est le dégager du temps pour faire les choses. C'est Oui, ça le oui. truc le plus important. Vous Mhm. voyez, au Resto du Cœur, les gens qui prennent leur temps pour aller donner des repas le soir, Mhm. Ceux la qui donnent Croix-Rouge qui prennent le temps de faire ouais, c'est ça du le temps pour truc les le plus maraudes, important. il y a des gens très Exactement, différents, Olivier. ouais, très différents. Absolument. C'est le contact humain, c'est prendre le temps, c'est prendre le temps pour les autres. Et ça, c'était pour moi dès le départ quelque chose d'important. Et je me suis occupé d'enfants ou d'adolescents qui étaient entre deux cours de chimio pour les emmener à des spectacles. Parce qu'avec Stéphanie Fugain, évidemment, j'avais accès à pas mal d'artistes Oui, ou oui. de tournages de films. Mhm. Et j'ai fait pas mal de choses pour eux, hein. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Je peux raconter une anecdote, Olivier? Allez-y, je vous en prie. J'avais contacté l'hôpital Saint-Louis pour emmener des enfants s'essayer au golf, hein. Vous savez, j'avais un pote qui était au golf de Saint-Cloud et il me dit un jour, on prenait une bière, il me dit ce serait sympa d'emmener des enfants malades pour leur faire un peu de golf. Ouais, je dis pourquoi pas, banco, enfin, voilà quoi, sur un coin de table. Donc j'appelle l'hôpital Saint-Louis, je leur dis voilà, moi j'ai la possibilité
de faire venir des gamins pour faire un peu de golf au golf de Saint-Cloud. Est-ce que ça peut intéresser des enfants, des familles? Et elle me dit, bah ouais, pas de problème, hein, on organise ça. Bon bref, je la fais court, on se donne rendez-vous. Alors le golf de Saint-Cloud, c'est un golf très fermé, Olivier. Vous voyez. Donc j'arrive sur le parking et je vois arriver un minibus de loin, et à l'intérieur du minibus, je vois 30 Tahitiens. C'est-à-dire que je vois des parents et des enfants tahitiens qui étaient venus se faire soigner à Paris de leucémie, parce que là-bas, ils n'ont pas d'hôpitaux et de compétences particulières pour soigner des leucémies. D'accord. Et je vois débarquer des Tahitiens comme ça au golfe de Saint-Cloud, qui est un golfe fermé. Et là, je me dis, mais comment ils vont être acceptés? Comment ces gamins qui sont habillés, ils sont habillés en tenue locale, vont être acceptés dans un truc un peu fermé? Et donc j'ai eu, franchement, Olivier, j'ai eu un demi-doute. Je me suis dit, voilà, dans quoi je me suis embarqué. Et donc j'emmène ces gamins-là et j'arrive dans le clubhouse, j'arrive près du parcours de golf et je vois les gens regarder plus ou moins comme ça. Et le directeur du golf s'approche, dit, ah bah c'est les Tahitiens, etc. Bon, ouais, très bien. Et figurez-vous, comme quoi les a priori, on est tous un peu cons, on est tous un peu bêtes là-dessus, c'est qu'ils ont eu un accueil incroyable de la part du golf. Les jeunes qui étaient là, bien sûr, les jeunes qui étaient là, ils ont été, les jeunes de golfeurs qui étaient là, ils ont pris en main ces jeunes enfants tahitiens, ils ont passé, ces malades tahitiens ont passé une journée absolument formidable, ils se sont éclatés. Et je me suis dit, à la suite de cette journée, je me suis dit, mais Laurent, plus jamais d'a priori de penser ce que l'autre peut penser de ce qui va arriver. En surtout dans le domaine de la solidarité. Oui, surtout dans le domaine de la solidarité, parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de milieux sociaux. Il y a souvent, nous sommes tous unis dans un combat de vie, de santé, et ça touche tout le monde, tout simplement. Donc oui. C'est formidable. Oui, puis les enfants, les ados, c'est un sujet. Et puis finalement, quand on est à 14 ans, qu'on soit malade en bonne santé, tahitien ou français, on s'en fout un peu, quoi. L'essentiel, c'est l'humain, c'est de se rencontrer, c'est les sourires, c'est le partage. Oui. Et c'est aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi une des façons de grandir et d'évoluer finalement. C'est ces expériences concrètes. On fait des choses, on fait des rencontres. Et puis voilà, on change aussi un peu notre regard. Je trouve ça toujours intéressant. On meurt beaucoup de la leucémie encore aujourd'hui en France. Ouais, ça touche 40 000 personnes en France. 40 000 personnes. C'est mieux soigné maintenant, mais effectivement, c'est une maladie qui est compliquée. Oui. Alors là, en plus, moi, je menais à l'époque, je travaillais, je menais de front les deux activités. J'étais bénévole à l'association Laurette Fignin et je bossais à côté. C'était des journées et des week-ends très, très denses. Et du coup, j'ai fait une rupture, en fait, Olivier. C'est-à-dire que j'ai quitté le groupe où j'étais pour me consacrer en tant que salarié plus bénévole aux associations et fondations. Et j'ai bossé pour une association que vous connaissez bien, Olivier, c'est l'AFM Téléthon. Oui, bien sûr. Chaque année, sur France Télévisions, on fait le Téléthon. Absolument. Je crois que vous y participez de temps en temps. De temps en temps. J'ai bossé quelques années à l'AFM Téléthon. Oui. Pour m'occuper des partenariats. Comme je venais du monde des entreprises, je me suis toujours dit que les entreprises pouvaient aussi s'engager en matière financière auprès d'associations et de fondations. Et voilà, donc j'ai essayé de rapprocher le monde des entreprises du monde des associations et fondations. Sur l'AFM Téléthon, que vous connaissez, c'est sur les maladies génétiques. Et donc j'ai mis un pied dans ce monde-là. Oui. Et effectivement, je l'ai plus quitté depuis des années, quoi. Oui, quand on rencontre tous ces enfants. Ouais, et puis, tous ces enfants. Mais bien sûr, et puis on parle toujours de sens. Beaucoup de gens disent voilà, je donne du sens. On donne tous finalement du sens, quel que soit le métier qu'on fait. Mais là, ça prend une dimension un petit peu différente, Olivier, parce qu'on est je trouve qu'on est le fait d'être en contact direct avec des malades, des patients, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je trouve, ça donne on est dans une dimension là, encore une fois, je le répète, de vie. Moi, je sais que pour le Téléthon cette année, j'ai proposé à France Télévisions et à l'AFM de faire dans les yeux des enfants, qui était finalement ce que je fais avec les adultes
mais là, le faire avec des enfants touchés par ces maladies, mais quelle leçon d'humilité j'ai pris, quelle inspiration en tant qu'homme, en tant que père, ai-je pris avec ces gosses qui ont la pêche, qui affrontent eux, Ouais. qui affrontent, qui sont, euh, Ouais, qui oui, sont là, plein de vie, plein de... c'est des leçons de courage. Hein. Oui, puis des leçons de vie. Oui, oui, Ouais. Le oui, je courage de suis vivre. malade. Oui, Ouais. oui, je vais sans doute mourir plus tôt, mais je vis chaque seconde, Mm. chaque minute que la vie m'offre. Je profite Absolument. de mon frère, de mes parents, de ceux que j'aime, et avec un courage, comme vous le disiez, un courage qui est très Ouais, très fort. inspirant, en fait. Ouais. C'est là que vous Et vous ce qui est rendez inspirant, compte des choses qui sont ouais. importantes et de celles qui le Ouais. sont moins. Et ce qui est dingue d'ailleurs dans ces associations, je pense à l'FM Téléthon, vous connaissez aussi, c'est que c'est à l'origine, c'est des familles de malades, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est que des familles de malades créent Exactement. une institution qui, au bout de 20 ou 25 ans, permettent d'avoir un vrai recul sur la maladie du chêne, de faire des avancées plus que significatives sur les maladies génétiques. Et c'est pas des labos, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des labos, c'est pas des boîtes privées, Non. ce sont des familles de malades qui ont lancé ça. C'est juste, Olivier, je vous le dis, c'est juste dingue. Moi qui ai vécu à l'FM Téléthon quelques années, franchement, je vous le dis, waouh, quoi. Quand on voit les chercheurs, quand on voit tous les bénévoles qui se mobilisent, on se dit, mais bravo, quoi. Bravo, il y a encore de l'humanité. Il y a encore de l'humanité, quoi. Alors, dans votre témoignage, il y a quelque chose que je voulais vraiment aborder pour nos auditeurs et nos auditrices ce soir, parce qu'on parle ici beaucoup aussi de la vie. Je dis souvent que la vie est belle à celles et ceux qui sont fidèles à cette libre antenne. Et je dis souvent aussi que pour obtenir ce que l'on veut, aller au bout de ses rêves, il faut d'abord le vouloir. Et ce qui a retenu mon attention dans votre démarche, mon cher Laurent, c'est que vous avez compris une chose essentielle, c'est que la vie pouvait basculer en un instant et que jusqu'à ce qu'il arrive cette mort qui vous a touché de cette collègue, de cette jeune collègue, il y a quelque chose qui en vous a sans doute explosé, ou en tout cas fait en sorte que ça vous a posé en face de votre propre vie, et que ce soir vous dites aussi que on peut changer de vie, on peut donner du sens à notre vie. Je sais que vous l'avez inculqué à vos enfants. Oui. Mais je vais vous laisser en parler, surtout parce que c'est aussi vous. Moi, je l'ai fait ce choix souvent dans ma vie. Et puis c'est pas fini, parce que je pense que des choix comme ça, on en fait toute notre vie. Remettre un peu en question le sens de ce qu'on fait, essayer d'en donner un peu plus chaque jour, peut-être. Et engager les siens aussi. Et engager les siens, voilà, là-dedans. Parce que vos enfants... Mes enfants, par exemple, moi, jusqu'à l'âge de 35 ans, moi, je souhaitais que les enfants fassent absolument des études et un métier à la défense. Vous voyez ce que je veux dire, le truc un peu aligné. Vous étiez très ambitieux comme parent. Exactement, mais oui, mais non, mais je suis tout à fait honnête là-dessus. Je vais vous dire, ils ont brillé complètement différents. Je vous le dis, Olivier, de suite. Ouais, j'ai vu ça, J'en ai deux qui vivent en Australie. Ils ont fait le tour de l'Australie en bécane, parce on est très moto dans la famille. D'accord, super. Ils sont installés dans le Queensland, entre Noosa et Brisbane. Votre fille a un bar surf. Va falloir que vous me donniez l'adresse. Ouais, absolument. Ouais, à Noosa. Noosa, c'est à 1h30 de Brisbane. D'accord. Et j'en ai un autre qui est à Brisbane. Voilà. D'accord, super. Et ils ont des vies radicalement différentes de ce que j'aurais pu penser. Et je pense qu'ils le doivent aussi à l'éducation que je leur ai donnée par la suite, et la vision de la vie, en fait. Ils ont une vie qui ressemble à leur rêve, un peu, non ? Exactement. C'est-à-dire que oui, exactement. C'est-à-dire qu'ils sont en adéquation avec ce qu'ils sont humainement, quoi. Mais c'est aussi les parents, hein. C'est vous, comme père ou moi ou d'autres, qui influent ça. Ouais. Je pense que c'est bien. Et puis il y a aussi une part d'engagement, une part de prise de risque quand même, hein, parce que il y a une part de prise de risque. Complètement, vous avez raison. Mais il faut un peu prendre de risques. Mais parce qu'on n'a rien sans rien, Laurent. On n'a rien sans rien. Exactement. Si on reste un peu sur les talons, ça peut pas marcher. Il faut être un peu sur la pointe des pieds et se dire que quand on est sur la pointe des pieds,
évidemment, en avançant, on agrège quand même des gens autour de soi, et puis on génère une énergie positive. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette énergie positive, ça doit nous servir, et ça doit servir les autres. Vraiment. Mhm. Et j'essaie dans la mesure du possible d'inculquer ça à mes enfants. Bon, maintenant ils sont, ils vivent leur vie, mais je trouve ça sympa voilà, moi je trouve que alors ils sont pas médecins, ils sont pas polytechniciens, etc. Mais ce qu'ils me disent de leur vie, ils me disent voilà, on vit notre meilleure vie, on est Mhm. très heureux Mhm. comme ça, Mhm. et C'est je suis génial. ravi moi. En fait, ce qu'il faut, c'est que nos enfants soient heureux, quoi qu'ils fassent, hein, Qu'il d'ailleurs. soit Mais libre, qu'il soit libre. Même si on n'est exactement, qu'ils soient pas, libres, même si on n'est jamais tout à absolument. fait libre, bien évidemment. Mais moi, c'est ce que je dis à ma fille. euh, je lui dis, mais prends ton temps. Euh, Oui, Elle a 19 ans. Et je lui dis, prends ton temps. Je ne te mettrai jamais la pression pour que tu saches ce que tu veux faire de ta vie. Prends le temps dont tu as besoin pour avoir l'inspiration. C'est pas grave à 19 ans de ne pas savoir ce qu'on veut faire bien de sa sûr. vie. Quand ça viendra, ça viendra. Voilà. Et Et puis il y a la notion de plaisir aussi, Olivier. Je trouve que de dire à une jeune femme ou à un jeune homme, prends du plaisir à faire ce qu'il va faire, quoi. Pas de, enfin, je pense que le ça mot va plaisir est dedans. pour Je, moi, je crois que quand je parle comme ça ouais, à ma je trouve- fille, il y a cette notion de tirer du bonheur et du plaisir de ce qu'elle va ouais, faire dans sa vie. Vous voyez. ouais, Mon père ouais. s'est retrouvé à l'âge de 16 ans, soutien de famille, voyez-vous. Mhm. Son père est mort, est tombé malade, et il a donc été obligé de travailler et d'assumer ses deux sœurs et sa mère à l'époque. Et je l'ai toujours senti regretter cela. Et tout de même, je vois que le fait qu'à 16 ans, on lui a imposé un choix, que la vie lui a imposé un- quelque chose qui n'était pas du domaine de son choix à lui. Mhm. Finalement, on a fait quelqu'un qui était assez euh, peureux par rapport au changement. Vous voyez. Je me souviens Mhm. lui avoir souvent dit bah, tu sais, moi, je vais faire ça là. Et puis, je vais larguer ce que j'ai là. Et puis, je vais larguer ce que j'ai là parce que j'ai plus envie de le faire et je vais faire autre chose. Et je me souviens qu'il m'ait dit souvent ouais, mais attention, tu vois, là, c'est bien quand même, tu gagnes déjà bien ta vie. Et puis, pourquoi changer là et finalement, je n'en faisais qu'à ma tête. Et je ne regrette rien des choix que j'ai pu Ben faire. oui. Et j'engage toutes celles et ceux qui écoutent cette libre antenne à en faire de même. Mais je vous le dis souvent, à vous qui nous Absolument. écoutez, vraiment être dans le plaisir, en tout cas le choix du plaisir, du Ouais. sens. Les deux se marient très bien, vous verrez. Et c'est ce que vous avez fait, Oui, vous, parce que Laurent. oui, parce qu'on a des vies qui sont parfois très très contraignantes. Donc de temps en temps, il faut se laisser une petite part de rêve, hein, vous voyez, une petite part de plaisir. Je sais que c'est pas évident pour tous, hein, évidemment, mais je pense que quand on veut, on peut quand même. Aujourd'hui, par exemple, je suis à la Fondation Foch qui gère l'hôpital Foch à Oui, Suresnes. oui, Donc mon job, c'est de trouver des fonds en fait pour aider la recherche oui, oui. et Qui est si les, importante, la qui est si importante. ouais, c'est importante. Et on a par exemple, financé la première greffe d'utérus en France. Hein. Oui, oui. Et je vous en parle parce que je trouve que c'est humainement quelque chose qui m'a énormément touché. C'est-à-dire que c'est la greffe, enfin, la greffe d'utérus, ça permet à des femmes qui n'ont pas d'utérus de pouvoir avoir un enfant. C'est Il y a magnifique. 4000 femmes en France, par exemple, qui n'ont pas d'utérus. Mhm. Et la seule manière de donner un utérus, il faut que ça soit dans la fratrie, mère-fille ou sœur-sœur. Et en fait, c'est une maman, Olivier, c'est une maman qui a donné son utérus à sa fille Oui, pour qu'elle puisse accoucher son premier enfant. incroyable. Vous entendez ce que je vous dis? C'est C'est incroyable. dingue. C'est-à-dire que c'est la maman, elle a dit, voilà, moi je donne mon utérus à ma fille pour qu'elle puisse accoucher de C'est cet magnifique. enfant. Ben oui, c'est magnifique. Et tout ça grâce à la recherche. Oui, grâce à la recherche. Et surtout, non, mais même mieux que ça, Olivier, c'est-à-dire que c'est grâce à tous les donateurs qui ont financé Oui, ça. bien Moi, évidemment, mais j'allais c'est le génial, dire. ça. Mais c'est ça qui est génial. J'allais C'est-à-dire que encourager à mais donner oui, c'est toujours. génial. Oui, parce que c'est Parce que l'argent que. c'est des... Oui. Oui, je vous en prie, Olivier. Non, je disais que l'argent que vous donnez, vous qui nous écoutez, euh, pour la recherche, en fait, c'est quand vous êtes touché par la maladie. Vous voyez, en ce moment, dans mon Hum, entourage, il y a un cancer. Euh, hum, et je me rends compte combien la recherche est importante parce que ce cancer qui touche l'un des miens, il était mortel il y a encore 5 ans. Il hum. était
radicale. Et 5 ans après, eh bien, ce cancer se soigne et prolonge la vie de plusieurs années. On ne sait pas encore, même parce qu'on n'a pas le recul sur les avancées de la recherche, mais on voit combien il est important de donner pour la recherche. D'autant plus, Olivier, j'entends ce que vous dites et vous avez entièrement raison. C'est que je pense que la recherche médicale a beaucoup plus avancé en 10 ans qu'en 50 ans. Là, Complètement. en 10 ans qu'en 50 ans. Grâce à quoi? Grâce à la robotique, grâce à l'intelligence artificielle, Ouais. grâce aux dons que font tous les Français Mhm. pour aider la recherche. On sauve des malades. Parce qu'au bout du bout, c'est quoi? C'est que la personne qui a ce cancer-là de votre entourage, elle pourra être sauvée demain grâce à ça, quoi. Et le message que je veux faire passer, c'est que ça avance grâce à l'intelligence de nos médecins, évidemment, ça avance grâce au matériel qui est de plus en plus performant, mais pas que, ça avance aussi grâce à vous tous, grâce à nous tous. C'est-à-dire qu'à la capacité qu'on a de pouvoir, à un moment donné, donner un peu d'argent et d'aider cette recherche à avancer. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui me plaît dans le job que je fais, c'est d'essayer de convaincre les gens, les entreprises, de donner de l'argent pour aider les médecins, et au bout du bout, la finalité, c'est de pouvoir soit sauver des malades, soit aider comme ces jeunes femmes qui demain pourront donner naissance à un enfant, des greffes d'utérus, donner la vie, quoi, finalement. Et c'est un cercle vertueux, moi, qui me ravit, quoi, et je me dis, voilà, il y a de l'humanité là-dedans, du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Et il y a l'hôpital Foch, là où je bosse, on a des médecins qui sont absolument incroyables, mais évidemment, comme dans tous les hôpitaux, ils ont besoin de fonds pour pouvoir continuer leurs recherches, faire des avancées, permettre aux patients d'être mieux traités, d'être sauvés, et permettre aussi aux familles, parce que quand on a un cancer, ça impacte aussi toute la famille. Vous-même, Olivier, vous venez d'en parler, ça vous impacte. Vous n'êtes pas touché vous Complètement. directement, mais indirectement, vous êtes touché. Ça impacte. Donc, c'est vraiment quelque chose de lourd. Et si nous tous, ensemble, on peut aider, que ce soit pour la FM Téléthon, pour l'hôpital Foch, pour d'autres, je trouve que ça donne aussi, c'est une manière de donner du sens, en fait, à la vie globale. Parce qu'en fait, quand on donne à la recherche, on donne aussi un peu pour soi, Olivier. C'est-à-dire On qu'on donne donne pour pour les soi, autres, mais on donne bien aussi sûr. pour nous demain. Mais bien Bien sûr, sûr, bien sûr. mais bien sûr, il faut aussi regarder ça en face, hein, il me semble en tout cas. Regardez l'argent qui a été donné pour le SIDAction depuis des années, Ouais, combien il a fait évoluer la vie absolument. de toutes ces personnes euh, qui ont eu cette malchance d'être séropositives du jour au lendemain. Mm. Avant, le sida tuait. Et grâce aux dons, grâce à la recherche, grâce à l'intelligence de l'homme, son ingéniosité, eh bien aujourd'hui on vit et on vit vieux même en étant séropositif. Ouais. Donc non, Et, c'est et je vais super. vous dire, ça va même au-delà. Je pense que le fait qu'on soit tous donateurs, ça supporte et ça aide les médecins. C'est comme une forme d'encouragement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les types qui cherchent sur le sida, sur les greffes d'utérus, sur plein de maladies, ils écoutent, ils voient, ils sont comme nous. Et quand ils écoutent, ils voient tous ces Français, toutes ces personnes qui sont solidaires, qui veulent aider, ça leur donne encore un peu plus un supplément d'âme. Vous voyez ce que je veux dire, Olivier? Complètement. Vous Et savez, ça, c'est tellement important. Ils non, ne mais sont pas c'est tout seuls. très Ils sont pas tout important, seuls. très important, parce que vous savez, je parlais alors j'ai oublié son nom, le professeur qui est à la tête de la recherche pour la FM, qui Frédéric Réva, non? je vais pas vous dire de bêtises, c'est un monsieur Ouais, avec qui j'ai échangé il y a 5 ans. ouais. J'avais présenté la nuit à la place de Sophie Davant le Téléthon, mais la nuit, vous savez, la nuit du samedi au Oui, dimanche, il y oui, a toute la oui, nuit bien sûr. des sujets. Et je l'avais reçu sur le plateau et nous avions conversé ensuite en off et il me disait combien il était touché par ces dons euh, parce que la recherche avait vraiment, on avançait à grands pas. Il y a 5 ans, il y a eu une espèce d'accélération dans la Mm. recherche et il me disait que quand il voyait tous ces gamins, euh, parce il me disait que sur son bureau, il y avait beaucoup de photos d'enfants qui n'étaient plus là. Mm. Avec qui il avait cheminé dans la lutte contre Mhm. leur maladie et la quête de quelque chose qui pourrait les sauver. Et je sentais son profond désarroi à ne pas y être arrivé.
mais je sentais aussi combien ces dons étaient synonyme d'espoir total pour et rallumer toujours sa flamme. Le fait que les gens donnaient. Et vous avez raison de dire que les médecins sont heureux quand ils voient tous ces dons. Bien sûr. Parce que c'est quelque part les adouber et leur dire vous êtes là pour nous. Vous êtes là pour nous. Oui, parce que finalement, on les a beaucoup applaudis au moment du Covid, souvenez-vous. Puis finalement, après, ils retournent dans leur bureau, dans leur consultation, etc. Il faut quand même leur envoyer des signes forts. Et ça fait partie des signes forts. Ça fait vraiment partie des signes forts. Et puis cette recherche médicale dont vous parliez tout à l'heure, Olivier, grâce aux nouvelles technologies, elle s'internationalise. Aujourd'hui, on reste plus juste en France. C'est-à-dire qu'il y a des partages. Il y a des ponts entre les États-Unis, l'Asie, la France, qui se créent. Il y a une solidarité internationale. C'est à noter d'ailleurs, parce qu'il y a très peu d'événements ou de structures qui sont internationales, et donc il faut louer ça. Parce qu'on ne sait pas encore. On va marquer une petite pause, Laurent, et puis on va prendre le temps de conclure juste après l'info, d'accord ? À tout de suite. Bien sûr, Olivier, à tout à l'heure. Et à 23h07, nous allons continuer à parler de grandes voix, puisque nous parlerons de celle de Stéphane Bern, qui anime une semaine spéciale sur Europe 1 avec toute la grande famille d'Europe 1 pour les 80 ans du débarquement. Pascal Praud, Sophie Davant, Virginie Giraud, Dimitri Pavlenko et toute la rédaction d'Europe 1 célèbre cet événement historique avec les archives exceptionnelles d'Europe 1, des reportages inédits et puis des séries de podcasts originaux et des émissions spéciales comme Historiquement Vôtre, demain avec Stéphane Bern qui retracera l'histoire du débarquement, une chaîne d'opérations réussie. Une des grandes voix d'Europe 1 aujourd'hui, celle de Stéphane Bern, comme celle de Pascal Praud, de Sophie Davant. Et bien dans Historiquement Vôtre, ce sera de 15h à 16h, comme tous les jours de la semaine, sur Europe 1. Nous retrouvons Laurent qui nous parle de ses choix de vie, de ses risques pris, puisque parfois ce sont des risques que l'on prend, mais on en prend des risques et il faut en prendre des risques, bien évidemment. Vous en êtes la preuve vivante. Laurent, on va conclure. Je vous laisse les mots de la fin. Aujourd'hui, vous êtes donc à la Fondation Foch. Quels sont les grands travaux en ce moment là-bas ? On a un gros projet, c'est de créer un centre d'oncologie à côté de l'hôpital Foch, qui demande évidemment beaucoup de moyens. On a également des financements dans beaucoup de pôles d'expertise, puisque l'hôpital Foch a des pôles d'expertise qui sont reconnus internationalement. Je vous ai parlé de la greffe d'utérus. On a un centre de gynécologie remarquable qui a besoin de fonds pour continuer ses recherches. On a par exemple un pôle qui est lié aux femmes. On n'en parle d'ailleurs pas si souvent que ça, des douleurs féminines, de l'endométriose, de tous ces sujets qui touchent les femmes. On fait des recherches très très spécifiques à Foch et tous les médecins ont besoin de moyens pour financer tout ça. Et puis on a également un centre d'urologie, d'ORL, on est le premier hôpital de transplantation de poumons, par exemple. On greffe pas moins de 80 poumons par an. On fait de grosses recherches aussi au niveau des transplantations. Et puis, on a un centre de neurosciences pour tout ce qui est recherche du cerveau. Et là, on a des neurochirurgiens, des neurologues. On travaille avec Saclay. Ils font des recherches absolument incroyables. On a une jeune femme d'ailleurs qui est neurochirurgienne, qui doit avoir la quarantaine, qui opère des patients éveillés du cerveau. C'est quand même incroyable. Ils endorment le patient, ils opèrent, ils réveillent le patient, ils testent en fait les patients. Nous avons eu un jeune homme qui avait une tumeur du cerveau et qui nous a expliqué avec un grand professeur de Toulouse, me semble-t-il, ou de Toulon, je ne sais plus. Il nous a expliqué son opération éveillée, puisque il nous expliquait comment le professeur avançait progressivement en touchant et en opérant des parties du cerveau, mais qu'il devait avoir le retour du patient qui, à chaque fois qu'il touchait une partie du cerveau, pouvait lui dire ça va là, ou parfois quand les mots ne venaient pas, quand l'articulation ne venait pas,
ça a donné une information importante aux chirurgiens qui s'avançaient progressivement. Ces opérations avec des patients éveillés, ces opérations du cerveau sont très impressionnantes quand même. Et là, ce sont des progrès énormes qui ont été faits. Énorme. Et puis, ils ont besoin, on parle de neurochirurgie, mais par exemple, à Foch, le service de neurologie cherche des financements pour créer des cerveaux, en fait, oui. Des faux cerveaux pour pouvoir entraîner des internes à les neurochir. Financer ça, c'est beaucoup d'argent. Les hôpitaux n'ont pas les moyens de financer ça, donc ils font appel à la Fondation Foch pour l'hôpital. Et là, c'est un des projets majeurs qu'on a à la Fondation, de pouvoir financer et permettre. C'est un peu comme des simulateurs de vol. Vous voyez ce que je veux dire, Olivier, ils prennent un cerveau et ils essayent ils s'entraînent en fait sur des opérations très compliquées, très complexes. Mais pour financer ces cerveaux, voilà, il faut évidemment des fonds. Et puis, on a la greffe d'utérus. On a la 3e greffe d'utérus, des financements à hauteur d'1 million d'euros à chaque fois. C'est beaucoup d'argent. 1 million d'euros, oui. Oui, mais c'est 1 million d'euros étalé sur 10 ans. C'est beaucoup d'études, beaucoup de coopération internationale. Demain, ça permettra peut-être dans le monde à permettre à 150 000 femmes de pouvoir avoir un enfant. Donc, on est quand même sur un sujet important. Oui, complètement. Et moi, j'aime bien ce sujet-là parce que c'est un sujet qui donne la vie, qui est absolument incroyable, quoi. Je trouve que c'est complètement dingue. Alors là, on est dans le domaine expérimental, mais si ça rentrait dans le domaine du soin, on pourrait potentiellement, s'adresser à 150 000 patientes en Europe. Donc, c'est quand même qui présentent une infertilité utérine, qui n'ont pas d'utérus. Et donc ça vient de l'hôpital Foch, par exemple. Je trouve ça assez dingue. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis à l'ORL aussi, en ORL, on a à la tête du service ORL le professeur Hans qui est un médecin incroyable, qui développe de la robotique sur les cancers de la langue, de la gorge, et qui a besoin de financement on a déjà financé pas mal de choses pour son service, mais vous voyez, chaque service en fait de l'hôpital a besoin de fonds, et voilà. Et nous, on a une base de 10 000 donateurs qu'on informe régulièrement sur les sujets qu'on souhaite porter. Et puis j'engage vos auditeurs à aller sur le site de la Fondation Foch pour y retrouver toutes les choses qu'on a financées pour l'hôpital. Donc il y a tous les renseignements sur le site de la Fondation Foch. Et voilà, chacun y trouvera, j'espère, son bonheur et pourra aider en fonction de ses propres affinités. On a tellement de choses à financer à l'hôpital. Complètement, mon cher Laurent. Merci en tout cas pour votre énergie ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, merci mille fois pour ce que vous faites aujourd'hui et qui contribue à récupérer une certaine partie du bonheur pour certains. Dans cette vie gagnée, en tout cas ces santé améliorées, des vies sauvées. On vous souhaite une bonne nuit et puis merci encore mille fois. À très bientôt, Olivier. À bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt. La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 € par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation. Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus. Valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Rendez-vous chez Suzuki Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.